Madame, Monsieur, chers internautes de 4e de couverture, bienvenue dans cette nouvelle émission. Après un mois d'arrêt, ou même plus, nous voici revenus avec une nouvelle émission avec Cheikh Tidiane Lam, l'auteur de l'ouvrage La modernisation de la justice au Sénégal. Monsieur Lam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Lam, vous avez écrit sur la justice et sa modernisation. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens notamment pointent la marche de la justice, pointent du doigt. Vous avez jugé qu'il est nécessaire d'écrire aujourd'hui sur la modernisation de la justice. Qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à écrire dessus? Bon, j'ai écrit sur la modernisation de la justice en tant qu'acteur, magistrat depuis 22 ans, et ayant occupé plusieurs fonctions, du juge au siège, ensuite de formateur à l'école de formation judiciaire qui forme les magistrats et les greffiers, le CFJ. J'ai eu la chance également d'être membre du Conseil supérieur de la magistrature et depuis un bon bout de temps, je suis à l'inspection générale de l'administration de la justice qui contrôle le fonctionnement des juridictions ainsi que la manière de servir des personnels. Donc à ces différents niveaux, j'ai pu observer le fonctionnement de la justice et je pense que je peux apporter ma réflexion pour améliorer la distribution de la justice au Sénégal. Justement, comme l'a dit votre collègue le juge Papa Assane Touré, en 2014, il y a eu une nouvelle réforme de la justice au Sénégal avec une certaine modernisation. Aujourd'hui, quelle est la nouveauté, quelle est l'innovation que la justice sénégalaise a apportée à son ancienne organisation? Bon, la nouveauté par rapport à la réforme, la réforme a démarré par des lois de 2014. Mais en 2015, les décrets d'application ont été pris. En fait, avant, il y avait la réforme de 84 qui avait institué des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux. Exact. Ensuite, en 92, il y a eu l'éclatement de la Cour suprême en 4 entités. En fait, cette réforme avait comme soubassement d'arrimer l'organisation judiciaire sur l'organisation administrative pour une simplification dans la compréhension de l'organisation judiciaire. Une certaine efficience. Oui, c'est une certaine compréhension plutôt. Et rapprocher la justice du justiciable, ce qui faisait qu'au lieu d'avoir des tribunaux de première instance et des tribunaux d'instance dont la compétence était difficile à comprendre, on a couplé l'organisation administrative avec l'organisation judiciaire, ce qui faisait que quand on a un département, dans chaque département il y avait un tribunal départemental et dans chaque région il y avait un tribunal régional qui était l'instance d'appel des tribunaux départementaux du ressort. Mais des années plus tard, l'une des causes de la réforme, on s'est rendu compte que surtout dans les grandes villes comme Dakar, comme Thiès, cette organisation posait problème parce que le contentieux était important, mais compte tenu de l'organisation judiciaire, on n'arrivait pas à le traiter. Par exemple, on s'était rendu compte avec les données statistiques que le tiers des contentieux qui alimentaient Dakar provenaient de Pikine Guédiawaye, la même proportion provenait de Mbour et la même proportion provenait de Mbacké pour alimenter Diourbel. Donc, comme dans une région, il ne peut y avoir qu'un tribunal régional, on a décidé de découpler. Et on a institué les TGI, les tribunaux de grande instance, et les tribunaux d'instance, qui n'étaient pas corrélés au département. Ce qui permettait d'avoir dans un département ou dans une région plusieurs TGI. Ça s'est traduit par la création de 5 nouveaux TGI. Les TGI de Pikine Guédiawaye, Rufisque, Tivaouane, Mbacké et Mbour. Exactement. Néanmoins, nous avons constaté, et ça, même parfois certains membres de la société civile le déplorent, nous avons constaté que néanmoins, il y a toujours de longues détentions, parfois de longues détentions sans jugement. Or, moi, je pense personnellement que lorsque cette réforme avait pour
originalité, c'est-à-dire pour nouveauté, d'alléger les longues détentions. Et aujourd'hui, nous constatons toujours qu'il y a toujours ces longues détentions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces longues détentions, sans jugement surtout, puissent être vraiment amoindries le plus possible? Bon, il y a actuellement beaucoup de leviers sur lesquels on peut jouer. En 2000, on a eu la réforme du juge de l'application des peines et des peines alternatives à l'incarcération. Donc ça, ce dispositif-là n'a pas été totalement implémenté, mais il y a des pistes avec les peines alternatives, le travail au bénéfice de la société, les injonctions thérapeutiques, la libération sous condition, mais le dispositif n'est pas encore opérationnel. Le ministère est en train de réfléchir avec la direction des affaires criminelles et des grâces pour voir comment améliorer ce dispositif. Il y a un autre levier sur lequel on peut également jouer, c'est d'inciter les procureurs de la République à diversifier la réponse pénale. Autrement dit, il y a la médiation pénale, il y a d'autres dispositifs qu'ils peuvent utiliser sans pour autant tout le temps utiliser le dispositif de flagrant délit avec mandat de dépôt, etc. Le dernier volet, et c'est un volet important, c'est que le dispositif de prison est obsolète. C'est-à-dire on a 37 établissements pénitentiaires, mais il n'y a que 2 qui ont été conçus pour être des établissements pénitentiaires. Le reste, c'est d'anciennes écoles, d'anciennes écuries qui ont été récupérées. Et vous voyez, c'est des établissements qui n'ont pas une capacité d'extension, qui sont dans des villes qui ne sont pas adaptées. Donc il faut un programme, voilà, il faut un programme de modernisation des prisons et pour construire des prisons aux normes sur les 14 régions du pays. Maintenant, la difficulté, c'est surtout Rebeuss, et c'est lié à un fait parce que c'est toujours des problèmes de programmation, etc. Mais on a 4 départements, les 4 départements les plus qui ont le plus de population, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Dakar. Et dans cette région, il n'y a qu'une seule maison d'arrêt et de correction. En fait, Liberté 6, c'est un camp pénal. Bon. Donc Rebeuss, à Pikine, il n'y a pas de prison. À Guédiawaye, il n'y a pas de prison. À Rufisque, il y a une prison pour femmes. Alors, toutes les personnes arrêtées convergent vers Rebeuss, qui dépasse facilement sa capacité. Qui dépasse facilement sa capacité. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il y a une vague d'indignation sur ce qui se passe à Rebeuss. Récemment, nous avons vu que 2 jeunes sont morts suite à une électrocution d'après les déclarations faites par le ministère de la Justice. Comment se fait-il aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur du milieu de la justice, comment se fait-il qu'on puisse comprendre, puisque on le dit souvent, qu'il y a des chambres à près de 200 personnes, 200 prisonniers, ces libertés individuelles? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que ces désagréments-là, ces atteintes aux libertés individuelles puissent vraiment arrêter? Oui, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire c'est une convergence d'action pour éviter cela. C'est-à-dire il faut construire des prisons aux normes, il faut diversifier la réponse pénale au niveau des parquets, il faut que les commissions d'aménagement des peines fonctionnent à plein régime. Tout ça va éviter le surpeuplement carcéral et les longues détentions. Mais ça, il ne suffit pas seulement de s'indigner, mais il faut prendre des actions concrètes, efficaces, pour qu'on sente véritablement une amélioration. Et les propositions sont développées dans le livre. C'est ce que j'allais y revenir. Dans votre deuxième partie, par exemple, vous dites qu'il y a une vision récente, plus globale de la modernisation de la justice. C'est votre titre. Et vous dites une nécessaire nouvelle vision de la justice au sens organique et matériel. Et vous avez parlé de la consécration des choix de société. Là, vous pouvez revenir là-dessus lorsque vous parlez de la consécration des choix de société. La consécration des choix de société, c'est qu'il faut qu'une société choisissent des valeurs. Et à partir de ces valeurs, on va définir une constitution et une organisation étatique. Pourquoi je le dis? Parce que on passe notre temps à changer d'institution, à changer d'organisation, à changer de nom des ministères, à changer de nom des juridictions, à changer
tout le temps les institutions et à changer les lois pour prendre des lois spécifiques par rapport à des problématiques. Mais une société doit faire des choix fondamentaux. Par exemple, tous les pays européens, pour eux, la polygamie est contre leur ordre public. Exact. Donc, si vous voulez vous marier en France, vous ne pouvez pas opter pour la polygamie. C'est clair, c'est net. Ils sont en train de faire le mariage pour tous, etc. Nous, on n'est pas favorable à ça. Mais il faut qu'on le dise clairement. C'est ça que je dis, c'est un choix de société. Sur l'euthanasie, sur le don d'organes, tout ça, oui, vous l'avez dit. C'est des choix de société. Exact, vous nous dites. Mais à partir du moment où ce n'est pas clair, c'est ça qui pousse à changer constamment les institutions et c'est des changements qui sont chronophages et budgétivores. Donc vous voyez, les États qui marchent, c'est des États qui ont une tradition institutionnelle qui remonte à la nuit des temps. Le Japon n'a pas changé son organisation. Ils n'ont pas 30 ministres, ils ont une douzaine de ministres. Aux États-Unis, ils ont une constitution qui date de 2 siècles. Ils ont une douzaine de secrétaires d'État. Ça ne change pas, le nom ne change pas. Et les institutions ne changent pas, et c'est des institutions qui s'adaptent à l'évolution. Mais nous, vous voyez, on change tout le temps de constitution, on change le nom des institutions, on en supprime, on en crée d'autres, et finalement, pour un résultat mitigé. C'est ça que je dis que les choix, on doit faire un consensus, avoir des choix clairs de société, et à partir de ce moment, on peut bâtir des institutions stables. Aujourd'hui, l'on parle, vous l'avez dit, à la page 208, on parle des nouveaux droits. Ceci a fait l'objet de débats houleux, surtout entre hommes politiques opposants au pouvoir, lorsqu'il s'est agi de voter le référendum de 2016. Mais aujourd'hui, quand on parle de nouveaux droits, vous, en tant qu'acteur du milieu de la justice, comme j'allais dire tantôt, ça renvoie à quoi? Bon, ça renvoie à beaucoup de concepts. Ça renvoie aux droits des LGBT, ça renvoie au droit à un environnement sain, ça renvoie au droit à avoir une vision et une lisibilité sur les biens, les ressources naturelles, les ressources halieutiques qui appartiennent à tout le monde. Tout ça, c'est des nouveaux droits. Donc, c'est très large. Là, ça devient mitigé. Oui, ça devient mitigé, mais effectivement, ça renvoie à tous ces droits-là et il faut avoir, à mon sens, le courage de les aborder et de faire un choix de société. Ce n'est pas des débats de juge, ce n'est pas le juge qui va régler ces problèmes, le juge, il applique la loi. Le juge, c'est la bouche de la loi. Mais ça, c'est des choix de société qui vont être actés au Parlement. Vous avez vu les lois sur les mariages pour tous et tout, c'est le Parlement qui décide. C'est un choix de société. La peine de mort, on la supprime ou on la maintient, c'est un choix de société. C'est ça que je dis, si on veut avoir une justice qui marche, il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut. Et ça, c'est des choix de société. C'est la société qui doit en débattre de manière très claire. Et ne pas se voiler la face. Le Sénégal, quel est son choix sur les droits LGBT? Quel est son choix par rapport à la religion? Quel est son choix par rapport à l'éducation de ses enfants? Quel est son choix par rapport au modèle de justice qu'on veut? De manière claire, qu'on fasse un consensus. C'est pourquoi, quelque part dans le livre, je dis, au fond, est-ce qu'il ne faut pas aller vers les États généraux de la justice pour discuter, comme on l'a fait pour les États généraux de l'éducation, où en 1981, on a discuté largement, et ce n'est qu'en 1991 qu'on a voté la loi d'orientation de l'éducation. Et moi, je pense que c'est nécessaire de discuter des fondamentaux de la justice. Parce qu'au fond, le modèle de 60, c'était un modèle qui était calqué sur les institutions françaises et on a vu que la mayonnaise tarde à prendre. Aujourd'hui, est-ce que le fonctionnement normal de la justice n'est-il pas freiné par ce qu'on appelle souvent l'immixtion de l'exécutif dans ce fonctionnement-là? Non, ce n'est pas une question d'immixtion. C'est une question d'organisation, encore une fois, comme je dis.
Et ça, c'est l'État. En réalité, l'État a 3 entités, mais il faut que ces entités coopèrent. Exact. Maintenant, c'est le jeu des hommes. Voilà. Les institutions ne valent que ce que vaut les hommes. Exact. On a beau avoir de belles institutions, mais si les acteurs ne jouent pas le jeu, mais ça ne marche pas. Et véritablement, dans les pays africains en général, on a un problème de respect, de séparation des pouvoirs. Mais c'est les hommes. Encore une fois, je l'ai dit dans l'ouvrage et j'assume mes positions. L'indépendance, le juge a les possibilités de faire son travail. Et chaque jour, la majorité des acteurs de la justice, ce n'est pas seulement les magistrats, les avocats, les greffiers, tous les auxiliaires de justice, ils font leur travail au quotidien. Ça marche. C'est l'histoire des trains qui arrivent à l'heure. On se focalise souvent sur ce qui ne marche pas. Et c'est le droit des citoyens aussi de critiquer leurs institutions. Mais ce que je dis justement dans le livre, l'essentiel, ce n'est pas que ça marche, mais ça doit bien marcher, et même très bien marcher. Oui. Pour cela, il faut et pour cela, c'est pourquoi je parle de performance. Et pour cela, il y a des textes qui sont obsolètes qu'il faut changer. Il y a une insuffisance dans l'indépendance institutionnelle. L'exécutif est encore pesant dans le fonctionnement de la justice. Et ça, c'est textuel. Donc, il faut changer les textes. Et je propose des réformes dans ce sens. Par exemple, le juge d'instruction, il est nommé par arrêté du garde des Sceaux, alors qu'il est juge du siège. Ça n'a jamais dérangé personne. Donc, ça pose un problème d'inamovibilité. Exactement. Le Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par le président de la République qui en fixe l'agenda. Il n'y a pas de critères objectifs de nomination des magistrats. Ça aussi, c'est problématique. Ce qui fait que parfois, les magistrats sont affectés contre leur avis. Et ça sape un peu leur marge de manœuvre véritable. Donc, on devrait autonomiser, rendre encore beaucoup plus fort le Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce Conseil supérieur également, les membres élus sont 4 pour 14 membres de droit. Et les autres membres? Les autres membres, c'est le président de la République, c'est qui préside le Conseil, et le vice-président en est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les chefs des 5 cours d'appel, donc le procureur général et le PG, ils sont 10. Et ils sont aussi nommés? Et ils sont nommés. Ils sont nommés par le Conseil, mais ils sont membres de droit. Et les 2 chefs de la Cour suprême. Ça fait 14 membres de droit pour 4 membres élus. Alors qu'un critère, des critères universellement reconnus de Conseil supérieur autonome, c'est le contraire. C'est-à-dire le nombre de membres élus doit être plus élevé que le nombre de membres de droit. Donc vous voyez, c'est pourquoi je dis au Sénégal, les juges n'ont pas un problème d'indépendance, mais il y a un problème d'indépendance institutionnelle. Exact. Et c'est là où le combat doit être mené. Ce n'est pas un combat des juges, c'est un combat citoyen. Parce que le juge, les pouvoirs qu'il a, ce n'est pas pour sa personne, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour qu'il puisse jouer son rôle d'arbitre impartial. Mais pour cela, la loi doit lui donner toute sa force, doit lui donner toutes les protections nécessaires. C'est pourquoi, si vous voyez, au Sénégal, l'indépendance, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution où on dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. C'est dans la Constitution où on dit que les juges du siège sont inamovibles. Mais tous ces principes sont sapés par des lois organiques qui viennent plus remettre en cause la substance. Justement, comment se fait-il qu'un juge du siège soit déplacé? Comment se fait-il? Soit c'est un juge qui est en situation de suppléance, c'est-à-dire qu'il est suppléant, ou bien en fait, il y a une rétorsion du droit pour qu'il puisse être déplacé. Non, c'est ça le principe que je dis. C'est par rapport à l'indépendance institutionnelle. Un juge du siège, le siège est composé de 2 parties. Il y a le siège pur, ceux qui jugent, ceux qui tranchent, et il y a les juges d'instruction. C'est les juges du siège, différents du parquet.
Ces juges-là... Encore que celui-ci est nommé par le Non, ministre. c'est justement ce que je vous explique. Ces juges, les juges du siège, c'est-à-dire siège pur et juges d'instruction, bénéficient de l'inamovibilité. Le principe de l'inamovibilité veut dire que les juges du siège ne peuvent pas être déplacés sans leur consentement préalable. Même s'ils doivent avancer, s'ils ne donnent pas leur consentement, ils ne doivent pas. Mais dans la loi organique portant statut des magistrats, on a dit toutefois, pour des nécessités de service, ils peuvent être déplacés. C'est cette dérogation-là qui n'est pas constitutionnelle. Parce que l'inamovibilité, dans la Constitution, ne souffre pas de dérogation. Mais dans la loi organique, on a mis des dérogations qui vident le principe de sa substance. C'est ça le problème. Ce qui fait que, en pratique, actuellement, les magistrats ne bénéficient pratiquement pas de l'inamovibilité. Ils sont affectés comme des fonctionnaires. Madame, Monsieur, chers internautes, c'est Monsieur Cheikh Tidiane Lam. Je rappelle que c'est un haut magistrat qui officie dans la justice depuis 1997. Il a d'abord exercé comme juge au tribunal hors classe de Dakar avant d'être tour à tour inspecteur, directeur de cabinet au ministère de la Justice, inspecteur général adjoint de l'IGAJ. Monsieur Lam est docteur en droit à l'Université Bourgogne de France, comme titulaire des brevets du CFJ, de l'ENA de France et de la maîtrise en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lorsque l'on lit votre parcours, on mesure nettement combien vous avez l'expérience et vous maîtrisez les contours de la justice au Sénégal. Lorsque l'on parle de l'harmonisation de l'administration centrale, il faudrait des organes de pilotage. Vous avez fait là des propositions. Veuillez revenir sur ces propositions, s'il vous plaît. Oui, parce que les organes de pilotage, en fait, la justice, en plus d'être un pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui est matérialisé par la juridiction des juges, est une administration. Et cette administration est pilotée par le ministère de la Justice. Et au niveau du ministère de la Justice, il y a des directions. L'IGAJ est une entité du ministère de la Justice qui est chargée de contrôler le fonctionnement des juridictions. Et il y a des directions. Mais à côté des directions aussi, il y a des cellules. Chaque fois qu'il faut réfléchir, on regroupe les directions. Mais ces directions sont sous-dimensionnées. Donc vous voyez, la direction des affaires criminelles et des grâces s'occupe de toute la politique pénale du ministère. Mais il n'y a que un directeur et 3 magistrats et un personnel d'appoint. Le centre de formation judiciaire, c'est une école qui forme toutes les filières. C'est-à-dire les magistrats qui forment les magistrats, les greffiers, les administrateurs des greffes, les secrétaires interprètes, les inspecteurs de l'éducation surveillée et les éducateurs spécialisés. Mais pour le moment, il n'y a qu'un magistrat et un personnel d'appoint. La DACS s'occupe de la politique civile de l'État, civile, commerciale, donc a des compétences pour contrôler, organiser le travail des notaires, des huissiers, voir toutes les lois en matière civile et commerciale. Et là-bas aussi, il n'y a que 3 magistrats. Le directeur et 2 adjoints. Y a-t-il un problème? Est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité au droit? Parce que vous l'avez abordé ici, vous êtes des juridictions plus accessibles au droit. Est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité au droit? Oui, il y a un problème d'accessibilité au droit qui est réel, parce que la majorité des citoyens est analphabète. Exactement. Ce qui rend le droit un peu ésotérique. Le droit n'est pas traduit dans aucune des langues. Et ce n'est pas un français ordinaire. Là donc, ça peut être une très bonne réforme, oui, lorsque l'on parle de la traduction du droit dans les langues. Pourquoi je propose pas la traduction de tous les codes, parce que les codes sont nombreux, mais la justice étant rendue au nom du peuple, il faut que les citoyens comprennent. Ce que je dis souvent dans mes interviews, en France, on parle français aux Français, on parle chinois aux Chinois, on parle anglais aux Anglais, on parle anglais aux Américains, on parle arabe aux Arabes. Mais ici, au Sénégal, on leur parle le français qui n'est pas leur langue. Et
les codes ne sont pas traduits. Donc il y a un problème déjà de compréhension. Il y a un problème de répartition des compétences, ce que je dis. Par exemple, si vous voulez avoir un casier judiciaire, vous êtes obligé de vous rendre au chef-lieu de région. Imaginez quelqu'un qui est à Saraya, s'il a besoin d'un casier judiciaire, il faut qu'il aille jusqu'à Tamba. Là, il y a un problème. Voilà. Donc c'est ça dont je parle de l'accessibilité. Par exemple, tout ce qui est abus de confiance et escroquerie, c'est de la compétence du TGI. Donc quelqu'un qui fait un contentieux qui lie 2 parties portant sur 10 000 francs, à Saraya, on va trancher ça à Tamba. Donc, vous imaginez. Finalement, les personnes ne vont pas y aller parce que pour récupérer 10 000, vous allez dépenser 40 000 de transport, ça n'en vaut pas la peine. Ça, c'est un élément de blocage. Le deuxième élément de blocage, on a dit, oui, la directive 5, on a droit d'avoir la présence d'un avocat à la première heure, mais les avocats sont essentiellement à Dakar. Il y a des zones qui ne sont pas, la majorité des zones importantes du pays qui ne sont pas couvertes ni en huissier, ni en notaire, ni en avocat. Donc c'est un droit principiel comme ça, mais dans l'application... Et pourtant, on interroge toujours des gens sans la présence d'un avocat. Oui, mais parce que... Il n'y a pas assez d'avocats. Il n'y a pas assez d'avocats et le Sénégal est l'un des rares pays où les magistrats sont plus nombreux que les avocats. On a moins de 400 avocats au Sénégal. Et les magistrats sont à 546 à ce jour. Donc vous voyez, c'est des problèmes qu'on n'aborde pas. C'est-à-dire au Sénégal, on aborde les problèmes de manière superficielle. Les gens sont intéressés par le spectacle, par le détail, par le jeu, le sensationnel, le football. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Les danses, la chanson. Mais ils ne sont pas intéressés par ce qui constitue l'essentiel de leur vie. Les ressources naturelles, la justice, l'éducation. Pourtant, Monsieur Lam, sur la question, pour un peu digresser sur la question des ressources naturelles, souvent nous voyons qu'il n'y a pas assez d'informations. Les citoyens n'en savent pas grand-chose. Mais ils n'en font pas. Pourtant, ce sont des droits consacrés par... Oui, mais il n'en faut pas une exigence. Quand les gens appellent à la réflexion, à la mobilisation sur ces problématiques, ça n'intéresse pas les Sénégalais. C'est le football qui les mobilise. Ce n'est pas la réflexion qui les mobilise. Et c'est le drame, on le voit même au niveau des universités. Les universités maintenant, les modèles, ce n'est plus le Cheikh Anta Diop. Chaque fois qu'on organise son anniversaire, c'est l'un de nos plus illustres savants. Mais la majorité des Sénégalais ne connaissent pas Cheikh Anta Diop, ne connaissent pas Mamadou Dia, ne connaissent pas Valdiodio Ndiaye, ne connaissent pas Amadou Fall, qui a été le premier chef d'état-major, qui allait être général dans l'armée française, mais qui a refusé. Il a voulu servir son pays. Mais tous ces gens-là ont été effacés par l'histoire. À travers la crise de 1962. Voilà. Alors que c'était des acteurs clés. Moi, je ne parle même pas avec la crise de 62, mais Cheikh Anta. Toute la théorie qui va, si ces théories étaient bonnes, maintenant, on veut commencer à les enseigner. Mais si leurs théories étaient enseignées, on n'en serait pas là. Et à ce niveau-là, il y a des lubies. Regardez l'Angleterre, il y a toujours la reine d'Angleterre. Au Japon, il y a toujours l'empereur. Oui, en effet. Est-ce que ça les a empêchés de se développer? Donc nous, on confond tradition et quelque chose de mauvais. Pour nous, c'est toujours le modèle occidental, le modèle colonial qui nous fascine. Et tout ce qui est bien, aujourd'hui, c'est une date majeure. C'est le jour anniversaire où on a jugé Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un résistant. Et ces théories doivent être enseignées. Cheikh Ahmadou Bamba a refusé la Légion d'honneur. Il a refusé de porter la médaille. Il n'a jamais regardé le drapeau français. Il s'est toujours habillé dans des tenues traditionnelles. Tissé dans son pays.
au-delà de l'aspect religieux, il y a l'aspect patriotique. Et en plus de ça, c'est des intellectuels, ils ont écrit. Oui, surtout. Oui. Il faudrait d'abord... Ils ont écrit, El Hadj Malick a écrit. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça? Et c'est des cadis. C'est des jurisconsultes. À l'université, les facultés portent le nom d'Ahmed Baba et Khali Yamar Fall. Khali Yamar Fall, il a institué une université à Pire. Il a négocié avec le roi du Cayor des franchises universitaires, d'où le nom de Pire. Pire Sagnakour, c'est Fini Sagna Piri, Firi, Al-Quran, Khoural Bat, c'est-à-dire élever la voix. Donc il a négocié des franchises universitaires, d'où le nom de Pire. Il a institué une bibliothèque, une mosquée et un enseignement qui a produit les Almami, les anciens de Cheikh Amadou Bamba, les gens de Koki, qui ont formaté un Sénégalais résistant et producteur, efficace, honnête, intègre. Mais on les prend, on les jette et on est toujours fasciné par le modèle occidental. Alors que le modèle occidental, eux, ils ont une vision, pour eux, nous sommes des sujets. Ils ont une vision coloniale et ils ont théorisé toute une réflexion sur ça. Et nous, on continue à accepter ce modèle de fonctionnement. C'est ça qui fait qu'on ne se développe pas. Malheureusement, c'est presque la fin de l'émission. Nous n'avions que 30 minutes pour un ouvrage de près de 460 pages. C'est vraiment éloquent, très important comme ouvrage. Il a été édité par la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, Cheikh Tidiane Lam, la modernisation de la justice au Sénégal. Vous aurez la possibilité de suivre cette émission à travers YouTube. Monsieur Lam, vraiment merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de nous avoir accordé cet échange. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de partager le fruit de mes réflexions avec les internautes. On espère que cet échange, ce ne sera pas le dernier parce que peut-être nous aurons l'occasion de nous retrouver autour d'une table avec d'autres experts en droit pour discuter de la modernisation de la justice au Sénégal, mais également du problème de la justice. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accepté cette invitation. Madame, Monsieur, chers internautes, merci d'avoir suivi cet échange avec Cheikh Tidiane Lam, l'auteur de l'ouvrage La modernisation de la justice au Sénégal vers la recherche de la performance, et à la prochaine.